Parce que si on parle vulgairement, ce que j'aime souvent dire, la ménagère, elle en a rien à taper de la technologie. Aucun intérêt de mettre en avant qu'on utilise de l'IA. Parce que tout ce que ça envoie comme message, c'est tu devrais me faire payer moins cher. Aussi parfois dans la manière dont je peux allègrement détruire l'opinion de certains individus. La prise de notes est à moi ce que l'écriture est à la civilisation, tu vois. Parce que je me suis dit, en fait, on le pense tous. Donc on est tous fous si on prend sa définition à elle. Mais je vais quand même donner mon idée de business. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Entre-deux. On a publié le premier épisode la semaine dernière. Aujourd'hui, vous regardez ce deuxième épisode. On va parler de tout un tas de choses. On a, comme d'habitude, parce que pour l'instant ça fait que 2, mais ça deviendra une habitude, je vous l'assure. Comme d'habitude, on n'a rien préparé, ou en tout cas pas grand-chose. Je suis juste là, avec Alexis, on va discuter. On est entre nous, on est entre deux. Alexis, comment vas-tu je te propose qu'on commence ce petit podcast par un petit récap de semaine. Comment s'est passée ta semaine ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que y a quelque chose qui s'est passé d'important ? Voilà, raconte-moi un peu. Aujourd'hui est un jour spécial. Est-ce que c'est un jour spécial parce qu'on tourne le deuxième épisode de Entre-deux ? J'étais plus sûr du temps du podcast. Excusez-moi, je reviens dedans. Est-ce que parce qu'on tourne le deuxième épisode du podcast, ou est-ce que c'est un jour très important parce que sort le premier trailer de GTA 6 ? Alors, ok, je voulais faire la blague en disant tu parles du trailer de GTA 6, mais en fait tu parles vraiment de ça. Ouais. Donc effectivement, ça c'est très très intéressant. Je sais que c'est sorti hier en plus, mais c'est sorti hier soir. C'est sorti hier, ça devait sortir aujourd'hui, mais il y a eu des leaks, donc ils se sont empressés de le jeter. Et j'ai déjà quelque chose de très croustillant à te dire. Il paraît qu'il y a un rapport avec l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pas tout à fait compris. Mais je crois que la durée du trailer est de 91 secondes. Oui. La 9e lettre de l'alphabet, c'est le I. Et la première lettre de l'alphabet, c'est le A. C'est une théorie. Je ne suis pas certain de croire à ce que je suis en train de raconter. Okay, je suis en train juste de te partager un truc que j'ai lu. Et donc 91 secondes. 9-1, 9e lettre, première lettre, A-I. Oui. Et on sait que c'est quand même Rockstar. Ça fait 11 ans qui bossent sur ce projet. Rien ne peut être laissé au hasard. En théorie, en tout cas. Donc, on sait déjà, il y a eu de grosses rumeurs sur le fait qu'ils allaient intégrer un système éventuellement de crypto-monnaie. Bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir là-dessus, mais finalement, on leur prête vraiment toutes les volontés de l'IA, de la crypto, il y a tout, quoi. Il y a tout, il y a du jeu vidéo, il y a évidemment du Vice au plus haut point. Dans le trailer, ça se voit. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, mais est-ce que tu l'as bien regardé, ce trailer ? Est-ce que tu l'as survolé ? Non, je l'ai survolé parce que je ne suis pas vraiment un vrai amateur, moi, de GTA. J'ai juste compris que c'était le jeu vidéo le plus rentable de l'histoire, donc on en parle là dans un podcast business. Mais en soi, j'ai joué juste, je ne sais pas, 10 fois dans ma vie, peut-être quand j'étais plus jeune, mais voilà, je ne suis pas un gros joueur. Ok, moi je suis pas un énorme joueur de GTA non plus, je les ai pas du tout tous faits et tout. J'ai dû en faire 2 en entier. Le plus récent est GTA 3, je pense. Mais je suis pas non plus un énorme joueur. Par contre, ce que j'adore, c'est qu'ils font toujours les choses très bien. Et en fait, je sais pas si tu as vu, mais dans ce trailer, il y a quelques passages, en fait, on dirait des lives Instagram. Toutes les scènes dans ces simili live Instagram. Oui, j'ai entendu un truc par rapport à ça, mais oui. Toutes les scènes dans ces simili live Instagram sont des faits divers qui sont vraiment arrivés en Floride. D'accord. Donc en fait, tout ce que tu vois, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un croco qui sort d'une piscine, de la piscine d'un petit vieux, ça c'est arrivé. Ouais. Il y a un autre croco qui rentre dans une espèce d'épicerie, c'est vraiment arrivé aussi. La nana sur le debout de la voiture en train de danser de manière très sensuelle, c'est aussi arrivé. Enfin voilà, tout ça c'est déjà arrivé. Et donc quand on commence à se dire ça, on se dit qu'en fait, s'ils ont à ce point-là pensé le truc, ils peuvent avoir mis aussi de l'IA dans le jeu. Mais moi, la question que je me pose, c'est à part pour éventuellement les PNJ, pourquoi mettre de l'IA dans un jeu vidéo ? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse. J'en ai aucune idée. Enfin, je veux dire, sauf les trucs basiques, oui, comme tu dis, voilà, les PNJ et tout, mais enfin, je sais pas jusqu'où, je sais pas. Je sais pas jusqu'où et je sais pas à quel point ça peut aussi coûter cher et être rentable et vraiment être un argument pour les gens, tu vois. Est-ce que les gens vont être contents ? Est-ce que les gens vont vraiment être contents ? Je me posais un peu la question à un moment, enfin on m'a posé la question cette semaine, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. On m'a posé la question cette semaine de mettre en avant
que un prestataire utilisait l'intelligence artificielle pour ses créations. Et moi, je lui ai plutôt dit, globalement, le mets pas en avant, parce qu'il y a plein de gens que ça va complètement repousser. Par contre, les gens que tu sens ouverts à ce sujet, là, tu peux effectivement leur en glisser 2 mots, tu peux leur en parler, tu peux aussi éventuellement baisser certains tarifs si tu utilises l'IA pour certains projets, genre de la rédaction et tout. Et ça dépend vraiment des business. Dans certains autres business, ça peut être très, très intéressant de valoriser qu'il y a de l'IA. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que tu le mettrais en avant en fonction de l'exercice, évidemment? 100% dépend du contexte. Exactement ce que tu viens de dire à l'instant. J'ai pas de réponse toute faite. Moi, si vous voulez, de manière générale, j'ai même un problème avec les réponses boîte de céréales. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est la réponse oui ou non. C'est de réduire ça à une question binaire, tu vois. Donc là, je serais tenté de te dire oui dans certains cas et non dans d'autres. L'idée serait peut-être de dresser une très courte liste de 2-3 exemples. Dans quel cas c'est utile et dans quel cas ça ne l'est pas. Par exemple, dans un sujet qui nous rassemble, le fait les freelances en création de sites, aucun intérêt de mettre en avant qu'on utilise de l'IA. Parce que tout ce que ça envoie comme message, c'est tu devrais me faire payer moins cher parce que tu es plus productif. Ouais. Tout l'intérêt d'avoir de l'IA dans ces métiers-là, c'est de travailler plus efficacement et de gagner plus en fait, ou d'avoir plus de temps libre ou les deux. Donc des métiers comme ça, je ne vois pas l'intérêt. Vraiment pas. Par contre, dans d'autres métiers, comme peut-être GTA, tu vois, enfin, je veux dire, finalement, avoir de l'IA qui donne une profondeur de malade à un jeu vidéo en open world comme GTA, avec des trucs de dingue, et de, comment on appelle ça, la génération du gameplay émergent, je crois, c'est ça le terme, du gameplay émergent, parce que le truc est tellement fou d'intelligence qu'il se passe des choses avec de la récursivité, des endroits qu'on n'a pas codés nous-mêmes, etc., et tout ça grâce à de l'IA et tout, et là, tu le marketes de dingue, évidemment, c'est intéressant, tu vois, surtout dans une période comme en ce moment, où on a un pic de popularité, une grosse trend autour de l'IA, ça vaut le coup d'en parler, tu vois. Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, on arrêtera d'en parler. Et tu sais, c'est comme si, je sais pas, il y a peut-être des innovations sur Internet et personne n'en parle parce que tout le monde s'en fout, parce que c'est normal, tu vois, on a juste l'usage et c'est terminé. Peut-être que demain, l'IA, on aura juste les usages et on arrêtera de parler de la technologie derrière, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Et je pense même que l'adoption, de manière générale, passe toujours par cette phase-là. Le meilleur exemple, le sujet le plus récurrent où le mot adoption ne cesse d'être répété, c'est évidemment les cryptos. Et pour moi, la boîte qui arrivera à faire que la crypto sera massivement adoptée, c'est la boîte qui n'aura rien à faire de la technologie et qui se concentrera uniquement sur l'utilisation, sur l'usage en fait. C'est ce qu'a fait Apple avec les ordinateurs il y a de ça 30 ans, 20 ans. 30 ans déjà, quasiment. Et c'est ce qu'essaye de faire, une app que j'aime beaucoup qui s'appelle Swissborg. C'est un peu ce qu'ils essayent de faire, mais ça parle encore un peu trop technique pour l'adoption massive, en fait. C'est comment on dit, c'est un exchange? Ouais, c'est un exchange, ouais. Ils se veulent un peu plus que ça, tu vois. Ils se veulent tous un peu plus que ça. Ils se veulent un peu compte en banque. Ils se veulent plein de choses. Ils se veulent le compte bancaire du futur. Mais oui, ça reste ni plus ni moins un exchange pour l'instant. Et pour moi, l'adoption générale, y compris des cryptos, mais aussi de l'IA, elle n'arrivera que quand on arrêtera de parler de la technologie. Parce que si on parle vulgairement, ce que j'aime souvent dire, la ménagère, elle n'en a rien à taper de la technologie. C'est-à-dire que quand on lui présente que dans son nouveau robot Moulinex, on a une super intelligence artificielle qui permet de faire des choses en 2,3 millisecondes, etc. Elle se demande juste si ça va coûter 299 ou 499 €, parce que ce sera marqué IA dessus. Donc forcément, si on lui explique que ça coûte que ça coûte 499, donc un peu plus cher, mais que par contre c'est incroyable, gain de temps, etc., et qu'on se concentre sur les bénéfices, là ça devient plus intéressant. Et j'ai l'impression qu'ils ont tous du mal à faire ça. J'ai l'impression que tous les mecs et les nanas qui sont dans ces milieux-là un peu tech, un peu novateurs, un peu récents, ils ont du mal à oublier l'aspect technique et à se concentrer sur l'usage pour l'adoption. C'est le gros problème des cryptos, j'imagine, hein. Ouais, c'est de forcer les gens à aller dans une technicité pas possible, alors que normalement on devrait se concentrer uniquement sur les usages. Et tu vois bien que même aujourd'hui, les trucs les plus simples d'utilisation dans le milieu des cryptos, je suis désolé, mais c'est toujours un peu abscon, j'allais dire. Enfin, c'est des trucs qui sont quand même difficilement cernables. Tu dis ok, je branche un truc ici, je débranche là je dois créer ça ici, je dois créer un mot de passe bizarre, machin. Enfin, même le principe d'un MetaMask, finalement, c'est déjà un poil, tu vois, ça va déjà un poil trop loin peut-être pour moi, pour les gens normaux, les gens lambda. Ça va, mais quand même. Tu vois, alors dès qu'on commence à... Tu vois, l'autre jour, j'étais me balader dans mon portefeuille crypto et le moindre truc me fait peur. Je lisais à un moment un truc.
l'une de mes lignes en crypto, il y avait écrit wormhole dessus. J'étais trop flippé. Je me suis dit, mais c'est quoi? C'est un virus, c'est un truc que je voulais pas y toucher. Je commence à taper wormhole sur Internet et je me rends compte que c'est juste un terme pour expliquer que tu as réussi à faire passer une crypto d'une blockchain à une autre. Et du coup, il y a une espèce de passation comme ça. Et là, j'ai eu l'image du wormhole, tu vois, plus en mode dans l'univers et tout, tu vois, enfin un trou noir ou un truc. J'ai eu une image un peu cosmique, tu vois, en tête. Mais à la base, moi, j'avais une image de virus. Et enfin, ça résume ce que je pense des cryptos pour les gens, tu vois, pour l'appréciation des gens qui pourraient apprécier ou pas les cryptos. C'est compliqué, hein, quand même. Ouais, c'est très compliqué. Wormhole. Et... ça fait tout de suite peur en fait. Mais et j'ai un peu l'impression que c'est pareil pour l'IA, tu vois. Moi, quand je parle de l'IA aux gens autour de moi, les moldus, si je puis le dire comme ça, tout de suite on me dit alors oui, c'est très bien, mais moi ça va me servir à quoi globalement? GPT-3, GPT-4, GPT-5, tout ça c'est bien mignon, mais en fait ils en ont rien à faire du tout, que ça évolue, que ça progresse et tout. Eux ils veulent savoir comment ça va leur faire gagner du temps hyper concrètement. Et je trouve que dans l'IA, il y a quand même eu une espèce de prolifération de SaaS, ou en tout cas de petites features qui ont été dev, qui viennent justement se concentrer sur l'usage. Je pense à toutes les boîtes, tous les SaaS, les logiciels récents qu'on a vu popper pour faire des shorts par exemple. Ouais. Ils disent tous qu'ils utilisent l'IA. Alors, j'ai toujours du mal à savoir à quel point c'est vrai, ou sur quel aspect, etc. Qu'est-ce qui te fait douter par rapport à... Je me dis, il y en a quand même beaucoup qui ont popé d'un coup, et ça fait un paquet de dev IA qui se sont dit on va faire des shorts, quoi. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? dire? En gros, tu sais pas à quel point c'est des devs qui ont juste pris une API de GPT ou d'un truc comme ça, ou si c'est vraiment des gens en sachant que la plupart de ces boîtes de toute façon sont forcément branchés par API sur des trucs vachement plus gros qu'eux. Hein. Ils n'ont pas les moyens, tous ces gens-là, d'avoir vraiment leur intelligence artificielle et tout. Donc tu vois, tout le monde n'est pas OpenAI. Mais ils l'écrivent par contre. Ils mettent notre nouvelle IA, machin, tu vois. Alors après, à quel point, tu vois, c'est un peu comme Shopify. Shopify, ils ont annoncé Sidekick, qui est toujours pas sorti d'ailleurs. Ils ont annoncé Sidekick, ils ont dit c'est notre intelligence artificielle et tout. Là, les GPTs viennent de sortir, c'est ni plus ni moins qu'un GPT du coup maintenant Sidekick, hein, on va pas se mentir. Genre ils ont fait ça en grande pompe, l'événement de l'année, l'événement de la décennie pour Shopify et tout. Mais bien sûr. Voilà quoi. Tu suis beaucoup alors tout ce qui est IA ou pas? Tu te sens à l'aise avec les aspects plus techniques? C'est-à-dire tu t'intéresses à ok, il y a tel nombre de tokens, c'est du reinforcement par machin chouette, par des humains et tout. Tu maîtrises ces aspects-là ou tu t'y intéresses? Je m'y intéresse un tout petit poil. C'est-à-dire que là, tout ce que tu viens de me dire, je le comprends. Maintenant, je vais jamais à fond dedans parce que justement, moi je suis un mec qui adore l'usage, tu vois. Je suis capable de passer 20 minutes dans mon iPhone juste à regarder les petites animations et de ce qui se passe, même encore maintenant, alors que j'ai un iPhone depuis X années. Mais moi, j'aime tellement l'usage que je vais naturellement vers ça. Par contre, je suis quand même à la base, j'ai un cerveau hyper curieux. Donc, j'ai toujours envie de comprendre ce que je suis en train de faire. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, etc. C'est pour ça que la crypto, je me suis vite mis dedans, parce que je suis allé comprendre la technique au moment où personne n'expliquait vraiment l'usage, mais plutôt que la technique. Et avec l'IA, c'est un peu pareil, mais je me suis arrêté plus rapidement dans l'apprentissage de la technique. Toi, tu maîtrises plutôt bien? Tu as l'impression de maîtriser bien la technique? Non, pas du tout. Mais par contre, je m'y intéresse de plus en plus. Et justement, j'aimerais prendre ce temps-là. Pourtant que je ne prends pas encore vraiment. Mais tu vois, là, en top level de mes pages sur mon Notion, il y a une page IA, quoi. Donc maintenant, elle ne demande qu'à être remplie. Elle est un peu vide pour l'instant, je t'avoue. Mais en fait, ça prend tellement d'importance et d'espace à la fois dans ma vie pro et perso, y compris dans les repas de famille comme dans mes stratégies business, dans tout en fait, que je suis trop curieux et j'ai trop envie quand même d'avoir le niveau 2 de compréhension, tu vois. Niveau 0, c'est j'utilise ChatGPT. Niveau 1, c'est je commence à me rendre compte qu'il y a tous les outils, qu'il y a plein de trucs. Le multimodal, qu'est-ce que ça veut dire et tous ces trucs ultra basiques, quoi. Puis niveau 2, c'est commencer peut-être à comprendre en fait c'est quoi les différents types d'IA en fait et c'est quoi les LLM et c'est quoi tout ça. Et j'avoue que je commence quand même vraiment à creuser un petit peu. Et j'aimerais prendre ce temps-là. J'espère que je vais le faire parce que je vois bien qu'il y a une lutte titanesque pour mon attention de plein de sujets quand je suis dans Notion et que je prends des notes sur plein de trucs. Entre des trucs qui n'ont rien à voir comme une page sur le café et l'IA, je t'avoue que mon cœur balance, donc effectivement. Mais je voudrais prendre du temps pour l'IA, ça m'intrigue beaucoup en fait. Ok, ça me fait rebondir sur un point très intéressant où on rentre dans ta personnalité, la personnalité d'Alexis. Faudrait après, tu disais que moi je m'en fiche après, hein, tu voulais rentrer dans le parcours de chacun peut-être un petit peu rapidement. Ouais, tranquille. On va...
On suit le cours de l'eau. fil qu'on est en train d'attraper et on verra ça. Mais il y a un point dans ta personnalité qui est très intéressant, dont on a parlé très tôt, toi et moi. C'est qu'on a une différence fondamentale. C'est que tu as beaucoup de mal. Alors, tu peux le redire avec d'autres mots si tu veux. Je dirais j'ai beaucoup de facilité, comme ça c'est plus simple. J'ai beaucoup de facilité, moi, à avoir l'air sûr de moi sur un sujet et en tout cas, pas forcément. Je suis pas en train de dire que j'ai plus de facilité à feindre. Je pense que si tu voulais feindre quoi que ce soit, tu y arriverais très bien. Oui. Par contre, je pense que tu as plus de mal à t'en convaincre toi-même. Alors que moi, m'en convaincre, ça se fait quand même extrêmement facilement et j'arrive très très vite à avoir ces espèces de matraques d'arguments d'autorité. J'y prends d'ailleurs un certain plaisir la plupart du temps. Alors que toi, là, tu vois, tu nous expliques brièvement que non, toi, l'IA, tu sais pas trop, etc. Et pense aux gens qui nous regardent. Là, tu viens de leur sortir LLM, tu viens de leur sortir le nombre de tokens. Ils n'avaient aucune idée déjà qu'il y avait des espèces de tokens. Et on parle bien d'IA quand on parle de tokens, on parle pas de crypto. Et donc, en fait, pour eux, en une seconde, tu leur as dit que tu n'étais pas très bon, mais tu leur as quand même explosé la gueule en leur rappelant que... Mais non, j'ai pas fait ça quand même. Non, j'ai pas fait ça. En leur rappelant que... Mais après, c'est des tricks de base, c'est-à-dire que tu vois, c'est pas parce que j'ai lâché 3 mots contre triple que je comprends vraiment mon sujet, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. Là, il y a un double sujet, ça dépend sur quoi je rebondis. Si je rebondis sur ma personnalité ou si je rebondis sur l'IA. Mais du coup, oui, non, c'est vrai que moi, j'ai vraiment ce besoin d'aller je veux pas dire d'aller au fond des choses. Comment je peux le dire de manière neutre? J'aime pas dire un truc et le dire, en fait, je suis en train de me jeter des fleurs, tu vois. Genre, moi, je suis obligé d'aller au fond des choses, tu vois. Et ça fait vraiment, en fait, je me jette vois ce que tu veux dire. J'essaie de le dire d'une manière neutre, mais comment le dire? J'ai juste besoin, j'ai vraiment besoin de prendre ce temps-là, de prendre du temps. Du temps vraiment où je suis vraiment présent pour le sujet en question. Moi, aujourd'hui, la meilleure technologie au monde devant l'IA, pour moi, c'est les notes. Enfin, si vous voyez à quel point l'écriture a révolutionné les civilisations et fait ce qu'on est aujourd'hui, tu vois. Donc pour moi, la prise de notes est à moi ce que l'écriture est à la civilisation, tu vois. Donc, magnifique celle-là. Donc du coup, j'ai besoin pour vraiment plonger, maîtriser un sujet et réitérer dessus et apprendre et avoir plusieurs strates et avoir de la complexité parce qu'on a plusieurs strates. Comme la Terre, tu vois, il y a plein de strates et tout, puis ça s'est ajouté, ça s'est accumulé petit à petit, et c'est de la géologie. Ma géologie à moi, c'est d'ajouter toutes ces petites strates de connaissances, et j'ai besoin de revenir dessus régulièrement, et j'ai besoin de bosser ça vraiment, et j'ai ce truc de vouloir passer effectivement minimum 20 heures, machin et tout, avec du travail profond sur un sujet. Et ça vaut sur tout, ça vaut sur de la politique, sur le café, comme je disais juste avant, ou sur l'IA, ou sur autre chose. Donc, même si je plonge dans le sujet tous les jours de l'IA, ou que j'utilise et que j'entends des mots à droite à gauche, que je suis capable de dire LLM, la vérité, c'est que j'ai pas vraiment pris 20 heures à prendre des notes, à approfondir vraiment le sujet et à comprendre c'est quoi réellement un LLM et à avoir un niveau de compréhension encore un étage en dessous ou au-dessus, ça dépend dans quel sens tu le prends, par rapport à LLM, tu vois, et juste d'aller plus loin. Donc pour moi, j'ai vraiment ce truc-là. Toi, tu l'as moins, je sais pas exactement. J'ai vraiment l'impression que c'est 2 personnalités différentes aussi, c'est-à-dire, moi, je suis vachement beaucoup dans l'incertitude et toi, t'aimes bien, en fait, j'ai l'impression que t'aimes bien juste dire, moi, j'aime bien utiliser cette expression, mais d'être épique. C'est-à-dire, je suis épique, je suis sûr de moi, et ensuite, je change d'avis s'il faut, tu vois. Et je me trompe, bien sûr, et je pars sur autre chose. Et moi, je suis vachement... tu avais utilisé l'expression de ventre mou pour me qualifier à plusieurs reprises. Moi, ma meilleure image, c'est si vous voyez le carrefour de Shibuya, qui est le plus grand carrefour du monde, prétendument. Ça m'étonnerait en vrai. Et vous imaginez vous imaginez un mec planté au milieu du carrefour qui va jamais nulle part, dans aucune direction du carrefour. Ça, c'est moi, en fait. Voilà, je me suis toujours vu comme ça et c'est vrai que moi typiquement je pourrais pas être un politique pour cette raison-là parce que les politiques je pense font semblant de maîtriser des tas de sujets, ils font complètement semblant. Je suis d'accord avec ça. Au-delà de faire semblant, pour moi il y a aussi alors pour les politiques précisément il y a la nécessité de faire semblant. Pour eux ils ont pas le choix. Non, ils ont pas le choix, c'est clair. Effectivement, moi le côté épique presque théâtral, c'est un truc que j'adore. Je trouve ça presque galvanisant en fait quand je raconte des histoires, etc. Souvent, mais en fait j'allais dire on n'a pas encore passé assez de temps ensemble en physique tous les deux, mais en fait si, tu m'as déjà vu raconter des histoires, mettre du suspense, mettre de l'attente et tout, c'est un truc que j'adore faire. Tes yeux brillent. Voilà, j'adore faire ça, tu vois, je me mets à parler avec les gestes et je fais des grands sourires et c'est un truc que j'adore. Ça fait partie globalement du storytelling de manière générale qui est, je pense,
Si je pouvais avoir un concept de chevet, je pense que ce serait le storytelling. Ok. Est-ce que tu as l'impression que Oussama t'a transmis ça à travers ses contenus beaucoup pendant des années ou Non, tu l'as c'était eu bien avant. Bien avant. Je l'ai eu bien avant. En fait, c'est un truc que je développe depuis tout petit. Ah, parfait. On a l'histoire. Ah oui. Quand j'avais 4 ans, on a le pont. Je faisais du théâtre devant mes cousins. Allez, raconte-nous l'origine story du coup de pourquoi. Parce que tu m'as pas spécialement raconté à moi non plus. L'origine story de pourquoi est-ce que j'adore le storytelling, etc. Je sais pas trop. Par contre, ce qui est certain, c'est que il y a eu pas mal d'années quand j'étais plus petit où j'aimais bien me faire remarquer par les autres, pas par les grands. Okay. C'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. En grandissant plus tard par les grands, ouais, ça carrément. J'ai même la plupart du temps en fait été avec des gens plus âgés. C'est encore le cas maintenant, donc ça n'a pas du temps changé que ça. On va en parler de l'âge. Il faudra en parler. On en parlera. Et donc, non, faire des mini-scènes de théâtre, faire des espèces de mini-concerts chez moi, présenter des trucs, présenter le journal chez moi, à mes parents, à mes cousins, à des amis et tout, c'est un truc que j'ai toujours adoré faire. Et même, comment dire, au-delà de ça, c'est-à-dire que quand je regardais un film, j'ai des images qui me reviennent, quand je regardais un film avec mes cousins, je ne pouvais pas, je repense à Pierre des Caraïbes, je ne pouvais pas regarder Pierre des Caraïbes avec mes cousins sans me lever toutes les 20 minutes, mettre mon chapeau et me battre avec mon épée, tu vois. C'était plus fort que moi. Il fallait que je raconte un truc tout de suite et que ça transpire pour de vrai, tu vois. Et donc du coup, ce côté épique, j'ai adoré le garder dans les arguments, aussi parfois dans la manière dont je peux allègrement détruire l'opinion de certains individus quand je déteste cette opinion, tu vois. Là, je peux y mettre vraiment énormément de ferveur et aller super loin. Et là moi, ça a un point de divergence aussi là-dessus, à mon avis. Parce que moi, mon comportement, par défaut, face à quelqu'un avec qui je suis pas du tout d'accord, je suis sûr que ça va être juste de poser des questions et de me dire et de comprendre pourquoi et tout. Alors que toi, je suis sûr que du coup, en général, tu es quand même plutôt sûr de toi. Et s'il y a un moment, il y a une confrontation, même légère, tu vois, tu vas tout de suite y aller pas par 4 chemins, tu vois, tu vas un peu rentrer dedans, tu vas dire oui et pourquoi et tout, puis en fait tu vas attendre que la personne s'enfonce dans des sables mouvants. Non mais voilà, moi je te vois faire ça en fait, j'imagine du coup. J'adore, et t'as très bien fait de nuancer en plein milieu d'ailleurs. C'est une fois que ça part en petite confrontation, c'est-à-dire que avant les questions, j'adore ça, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, discuter c'est mon truc préféré. Donc quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, ça me pose aucun problème. J'adore discuter. Toi et moi, il y a plein de trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Avec les gens autour de moi, il y a plein de trucs aussi. Ça me pose absolument aucun problème. Bien au contraire, j'adore. Par contre, dès que ça commence, je vais le dire avec mes mots, ça n'engage que moi, mais dès que ça commence à être un peu débile, ou dès que je sens que c'est quelqu'un qui dit un truc débile et qui en plus ne maîtrise pas, là pour moi, c'est l'autoroute du bonheur. Ouais. Et ça, c'est 80% des cas. Enfin, je veux dire, quand les gens affirment des trucs, qu'on a un repas de famille et tout, la plupart du temps, tu sens quand même. Voilà, tu sens qu'il y a derrière, il y a moyen de creuser un petit peu. Et puis, c'est toujours comme ça. Ouais, tout à fait. Et c'est un truc dans lequel j'ai remarqué que toi, tu étais excellent. Creuser sur des petits points parfois. C'est pour ça qu'en fait, je pense que nos deux personnalités seraient très déstabilisantes en cas de vrai débat. Truc où on a bossé tous les deux, où on est sûr tous les deux et qu'on a des visions opposées, ce serait, je pense, hyper pertinent. Ça arrivera peut-être à un moment. Mais toi, tu as une capacité à creuser et à poser les bonnes questions pour expliciter et mettre en évidence les problèmes dans l'argumentation. Et moi, je pense que j'ai une très bonne capacité à détruire l'argumentation. J'adore comment tu le dis. Parce que je sens que le ton sur lequel tu le dis, quand tu dis le mot détruire, il y a un plaisir coupable. Ouais, t'adores le mot Vas-y, redis-le. Un plaisir à détruire en l'argumentation complète. C'est bon. Mais oui, on a eu un running gag dans les lives qu'on fait ensemble, ou que je fais parfois tout seul dans la communauté, où on gère des freelances. C'est votre site est daté. Et c'est un peu le même mood, c'est un peu la même ambiance. On va appuyer un mot. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Et ça marche vachement dans les formations. On fait des formations tous les deux. Moi, j'ai parfaitement conscience, et je l'ai vu dès le début, que le fait que parfois je sois un peu épique,
Parfois, j'appuie sur certains mots. Parfois, je suis un peu plus sûr de moi. Parfois, je descends un peu les opinions des autres aussi pour mettre la mienne en valeur. J'ai vite remarqué que ça plaisait à pas mal de gens et ça faisait rallier pas mal de gens. Ça crée une équipe, en fait. Est-ce que toi, parfois, tu as eu l'impression que, au-delà de ta manière de parler, mais ta manière d'argumenter ou d'expliquer les choses, ou quand tu prends position sur ton activité principale, est-ce que tu as eu l'impression que ça ralliait les gens à toi et que ça les aidait à se trouver une équipe un peu? 100%. Sauf que je sais que ce que tu dis là, tu décris en fait les bases de comment fonctionne le storytelling. Donc j'en ai conscience. Donc je connais les limites de ma personnalité et je sais sur quoi je dois travailler si jamais je veux être plus percutant. Si je veux rallier plus de monde, si je veux créer une tribu, que dis-je, un culte ou une secte. C'est comme ça que ça fonctionne. J'ai pas dit que je voulais le faire, mais je sais que ça fonctionne comme ça. Donc si j'arrive et que je dis quand on crée des sites WordPress, il faut faire de telle manière et pas de telle autre manière, et que je dis les autres manières c'est nul et la mienne c'est la meilleure, je sais que ça va polariser, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, il y a des gens qui seront très contents de venir dans ma tribu, et du coup ça va me permettre de créer un clan solide, et je le fais sans le faire délibérément dans WordPress parce que j'ai ma façon de travailler, donc WordPress, truc qui permet de créer des sites internet. J'ai ma façon, il y a 50 façons de travailler dans WordPress, j'ai ma façon de le faire et il y a celles des autres. Et du coup, je sais que ça s'est fait tout seul dans ma personnalité, dans mon branding, etc. Où j'avais une personnalité, j'étais plutôt du style à travailler comme ci, comme ça, utiliser moins d'outils, machin, etc. Puis il y a les gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui sont venus, et en fait, ce débat ou cette confrontation, ça a généré justement des vagues, si je puis dire, et en fait c'est là où il se passe des choses, et je sais qu'il y a besoin de générer ces étincelles aussi pour être un bon créateur, et du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille activement. Peut-être que le podcast est en partie au service de ça pour moi, du coup aujourd'hui ça va me permettre d'aller un peu plus au fond des choses justement à ce niveau-là, et peut-être de travailler ma capacité à storyteller, à avoir des opinions comme je disais dans le premier épisode, et puis peut-être du coup à être plus épique effectivement, et comme ça on se retrouvera sur un terrain, le choc des titans ce sera du coup. Ouais, absolument. On est déjà quasiment Monsieur WordPress contre Monsieur Shopify, même si je me sens pas encore tout à fait l'âme de le dire, mais ça arrivera bientôt de mon côté. Toi, c'est acté, mais moi, ça viendra bientôt. Et figure-toi que ça fait une transition toute trouvée. Ouais, WordPress, Shopify, il est temps qu'on... Ouais, non, je suis d'accord. Même pas. Non, même pas. C'est même pas là que j'allais. Ah, c'est pas les parcours ? J'allais à un endroit où tu ne t'en doutais pas. Figure-toi qu'il y a un lien entre la création d'un culte, l'intelligence artificielle et Platon. Je sais. Je connais le lien. Le lien, c'est de laisser une évaluation sur iTunes. Non, pardon, c'est pas sur iTunes, sur Apple Podcast. Sur Apple Podcast, sur Spotify, sur YouTube, un petit commentaire. Ouais, mais d'abord Apple Podcast, parce que j'imagine qu'on centralise quand même les efforts des gens pour que ça serve à quelque chose, peut-être. Donc, on va dire Apple Podcast. Mais ils sont tous à des endroits différents. Non, ils sont tous sur Apple Podcast. vous allez sur Apple Podcast, parce que c'est là que ça compte. Vous laissez une évaluation 5 étoiles. L'idée, c'est qu'on s'est dit... Non, là, c'est super prétentieux. J'ai dit tout à l'heure, et en fait, je le pense plus déjà. Je voulais faire un top 50 de podcast business dès la fin de l'année, là, en moins de 4 épisodes. Je me suis dit, allez, ça se tente, parce que top 50 d'une sous-catégorie des podcasts en général, je me dis, pourquoi pas, tu vois. Mais on pourrait y arriver, en fait. En fait, ça dépend que de vous. Il faut nous laisser une évaluation. Donc, vous allez sur Apple Podcast, 5 étoiles, vous dites qu'on est super. Enfin, vous dites ce que vous voulez, mais dans tous les cas, vous mettez 5 étoiles. À la limite, vous pouvez même faire un commentaire constructif, négatif, tout en mettant 5 étoiles quand même. C'est ça le plus important. Bien sûr. Et puis comme ça, vous pousserez le podcast, vous nous aiderez à faire une super émission. On sera super content, vous serez super content, enfin tout le monde sera super content, et puis on continuera le podcast. Tout à fait, bien sûr. Vous avez évidemment une vie pourrie si vous mettez moins que 5 étoiles, mais ça, on va pas vous le dire à chaque épisode. C'est pas moi qui vais te contredire. Aussi, pour ceux qui sont pas sur Apple Podcast, qui ont le malheur d'être encore chez Android, vous pouvez évidemment aller le faire sur Spotify. Sur Spotify, ça compte aussi vachement, et ce sera très, très, très intéressant pour nous. Et ça va nous permettre de faire grossir ce podcast, et on pourra même à un moment avoir des petits invités, des petites surprises. Mais on reparlera de ça une autre fois. Platon. Quel peut être le lien entre le storytelling, c'est pas le lien, c'est le point commun. Le storytelling, la création d'une secte, l'intelligence artificielle, Internet, les réseaux sociaux et Platon, ils ont tous un point commun. Quelque chose qui les lie. Enfin, c'est pas quelque chose qui les lie, c'est vraiment
un point identique chez tous, un concept qui est un concept de Platon, qui est un concept que j'aime beaucoup. Écoute, moi, la seule chose à laquelle je pense là tout de suite, c'est que grâce à toi, on va pouvoir écrire dans le titre du podcast Fit Platon. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Alexis et Louis Fit Platon. Ah, ça va être dingue ça. Mais sinon, Ça non, va je vois pas le lien. Je te laisse. Vas-y. C'est un concept très intéressant que j'ai appris il y a quelques années quand j'étais en prépa, et ça fera un bon pont pour le sujet d'après qui sera nos parcours respectifs plutôt, pardon. Quand j'étais en prépa, on a appris un concept très intéressant et je l'ai développé petit à petit parce que je pense aussi que tu vas le trouver très intéressant. C'est le concept de pharmacon. Est-ce que tu as déjà entendu le mot pharmacon? Attends, parce que là, du coup, je t'avoue que mon cerveau a fait pharmacon tout de suite. Donc, pharmacon, c'est quoi? C'est un seul mot? Pharmacon, c'est en un seul mot. Non, j'ai jamais entendu. Ça commence comme pharma, comme pharmacien, pharmacie, mais je suis en train d'insulter aucune profession libérale. Je suis en train de dire le mot qui est composé du coup de pharma, donc plutôt le côté soin, et con, qui est plutôt le côté... je ne saurais pas vraiment le définir, mais quand je vais vous donner la définition de pharmacon, vous allez comprendre, et tu vas comprendre. Un pharmacon, c'est l'équilibre parfait entre le poison et le remède. Exemple. Les réseaux sociaux, c'est l'exemple parfait du pharmacon. Les réseaux sociaux, ça a permis de réunir des familles. Ça a permis de retrouver des gens perdus, des gens qui s'étaient fait kidnapper. Ça a permis de se faire rencontrer de manière amoureuse des tas de gens. Ok ? Tu commences à voir où je veux en venir. Ouais. Par contre, les réseaux sociaux, ça a fait que des tas de jeunes filles se sont fait suivre dans la rue et tuer. Ça a fait que des tas de gens se sont fait traîner en place publique pour des choses qui n'étaient pas si terribles que ça. Ou que les gens perdent leur temps, tout simplement. Ça a fait des pertes de temps colossales et ça a fait des gens qui ont créé des entreprises. Bref, un pharmacon, c'est quelque chose qui est à la fois un poison. Un poison, c'est bien précis, hein, c'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment un poison qui va venir gangréner quelque chose. Ça peut être ton temps, ça peut être ta vie, etc. Et à la fois quelque chose qui va être un remède, donc qui va t'aider à quelque chose. Et ce concept est très intéressant parce que quand tu commences à y réfléchir, tu peux le positionner sur plein de choses. Notamment, évidemment, le storytelling. Le storytelling, ça peut être génial pour raconter une histoire, pour vendre une histoire, pour faire rêver les gens. Le storytelling, ça peut être terrible pour arnaquer les gens, pour leur faire acheter des choses dont ils n'ont pas besoin ou pas envie, ou même pour leur faire des actes dont ils n'ont pas besoin. Une secte, c'est la même chose, tu comprends bien l'idée, etc. Et l'IA est en fait un des pharmacons les plus récents. Il y a eu Internet, il y a eu le numérique plus récemment, etc. Mais l'IA est un des derniers pharmacons qui peut à la fois tous nous tuer et à la fois tous nous rendre riches, célèbres, quand tu dis un pharmacon, je sais pas, j'imagine un petit artefact précieux, tu vois, ouais, moi aussi. Pouvoir avec deux faces et tout, tu vois. J'ai des images un peu antiques, mais le pharmacon, tu vois. J'imagine Indiana Jones aller chercher le pharmacon moi aussi, d'un tombeau. J'ai carrément Indiana Jones avec des murs qui suintent. Jeune. Oui, jeune. Et des plantes un peu partout dans les exactement, cavernes. Avec les lianes et tout. Ouais. Non, mais je connaissais pas ce... T'étais allé au bout de l'explication ou juste avant? Ouais, je suis allé au bout de l'explication. Je connaissais pas du tout. Et moi, ce que je trouve incroyablement fascinant, c'est de voir à chaque fois à quel point tu as des sujets qui datent, même plus, qui sont plus vieux que l'Antiquité des fois, et qui ont une résonance encore en 2023 dans des nouvelles technologies ou des trucs qu'ils n'auraient pas pu imaginer. Et c'est exactement les mêmes fondamentaux. Ça n'a pas changé, quoi. Il y a vraiment des trucs de la vie. Enfin, là, comme tu me dis, c'est littéralement la définition juste du yin et du yang, tu vois. Donc, en fait, tu peux prendre des tas de concepts qui sont pan-religieux, on va dire, ou trans-religieux, enfin, je ne saurais pas comment le dire autrement, et qui, en fait, traversent les âges, les religions, les croyances, les civilisations, et ça marche toujours. Il y a des trucs comme ça, donc l'ombre et la lumière et tout. C'est génial, en fait. C'est un concept aussi en pharmacologie qu'on appelle l'hormèse. L'hormèse, c'est la fameuse phrase « la dose fait le poison », c'est ça l'hormèse. C'est en fait, on met une certaine dose d'un truc qui normalement devrait te tuer, mais on en met juste assez pour que ça te renforce, et ça s'appelle l'hormèse. Et en fait, c'est ce que tu décris là aussi en quelque sorte, parce que finalement, c'est le même ingrédient, la même chose qui est à la fois le poison et le remède. C'est le principe d'un vaccin aussi, enfin voilà, ça marche dans plein de choses, quoi. Mais je savais pas que Platon avait conceptualisé là-dessus. Et on en revient encore une fois au grand maître. Du coup, Platon n'est peut-être pas le philosophe le plus apprécié aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, un concept vraiment excellent, quoi, effectivement. Qui semble évident aujourd'hui, en tout cas. Ouais, ça semble évident aujourd'hui. Il a 2-3 autres concepts. On s'est bien marré au début parce que
Pour tout vous dire, avant le podcast, j'ai dit à Alexis, je vais te parler d'un concept de Platon et je suis sûr que tu connais pas. Et j'étais sûr de moi, puisqu'effectivement, j'avais raison, il connaissait pas. Non. Et Alexis me regarde, plein d'assurance, et il me dit la caverne. Attends, parce que là, le plein d'assurance. Attention, il y a de la manipulation là. Il va falloir qu'on vous donne les outils pour vous prémunir de. Oui. Warning, storytelling. Attention, storytelling. Attention, storytelling. Non, mais plein d'assurance, c'était un plein d'assurance fin parce que, en fait, quand je l'ai dit, je me suis dit, mais ça peut pas être ça, c'est trop bête. Oui. Mais je l'ai dit et du coup, effectivement, j'ai eu une posture. Voilà, Ouais. donc plein d'assurance après. Admettons. Oui, je comprends. Mais effectivement, Oui, c'est vrai, j'ai c'est vrai. imaginé que c'était la caverne de Platon. Et en même temps, je me suis dit, parce que c'est le seul concept qui me vient en tête. Et je me suis dit, mais en même temps, si c'est ça, c'est. Je me suis dit un truc un peu méchant sur le moment. Je me suis dit, si c'est ça, il est un peu bête. Je me suis dit. Parce que je me suis dit, c'est pas possible qu'il me dise un truc pareil sur un concept aussi. Mais en fait, du coup, c'était moi qui étais un peu bête parce que c'était tellement évident pour moi. Parce qu'en fait, il y avait tellement rien d'autre de connu et tout que tu vois, j'ai juste pensé à ça direct. Je me suis dit, ça peut pas être ça. Du coup, je l'ai dit en mode, je vais me moquer de toi, tu vois. Mais Après, pour rentrer encore plus là-dedans et peindre encore plus nos personnalités, si tu m'avais répondu ça et que tu avais deviné instantanément, j'aurais évidemment menti et évidemment pris le temps, en te disant non, c'est pas ça du tout, et évidemment pris le temps rapidement de trouver un autre concept, et j'aurais dit non, je voulais parler de cela, et je t'aurais sorti un autre concept, et tu aurais dit ah oui, effectivement. Mais non, là, je voulais bien parler du pharmacon, qui est un concept que je trouve très très intéressant. Et tu sais ce qui est aussi intéressant? Oui. Ouais, non, mais j'allais te dire Platon, c'est un philosophe que tu apprécies, qui t'intéresse. T'es branché, en général, tu t'es fait une tier list de philosophes que tu aimais lire, Non. écouter ou... Alors, j'en ai lu, écouté plusieurs. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait et c'est quelque chose qui me manque en ce moment. J'ai lu les plus grandes théories de Descartes. Je pense que j'ai un philosophe préféré. J'ai une théorie philosophique préférée. Ok, attends, je peux deviner? Je pense. Ouais. Je pense que tu l'auras pas. Ah ok, non, bah alors je vais pas l'avoir, c'est sûr. Parce que sinon tu aurais pas dit ça. Donc. Ok. Tu comptais dire quoi? Le stoïcisme. Non, mais je pensais à un philosophe, vraiment, pas à une philosophie. Ok. Donc, Nietzsche. Ah, Nietzsche. Alors, Nietzsche, j'aime beaucoup parce que, pour rapidement te dire, en fait, vu que récemment la philosophie me manquait pas mal, parce que j'ai eu 2-3 ans où j'avais un pote avec lequel on parlait de philosophie à chaque fois qu'on se voyait, et en fait, notre amitié n'a été faite que d'un sujet philosophique. Je crois que je t'en ai déjà parlé rapidement, c'était déterminisme contre libre arbitre. On s'est fait le débat à Paris. Comment? On s'est fait ce débat à Paris aussi. Hein. On s'est aussi Il fait était ce débat, 1h du matin ou un truc comme ça. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Et toute mon amitié avec cette personne s'est terminée au moment où l'un des deux s'est rallié à la cause de l'autre. Ça a été le point d'arrêt de l'amitié, donc c'est quand même un truc assez... ça aussi, c'est assez, je trouve, épique dans la manière dont ça s'est construit. Mais c'est une autre histoire. Mais du coup, il n'y a pas longtemps, ça m'embêtait au plus haut point que la philosophie soit quelque chose qui soit relativement derrière moi. J'avais envie que ce soit plutôt devant moi et même maintenant. Donc ce qu'on a fait, c'est que tous les samedis matins, avec ma conjointe, on s'est mis je dis avec ma conjointe comme si j'avais 147 ans. Avec ma copine... Non, alors, je dis ma conjointe de manière générale. Heureusement que je dis pas ma conjointe, sinon tu aurais encore... il y aurait encore un truc avec l'âge. Non, mais je dis pas ma conjointe. Ok, parce que moi je dis ma conjointe dans la vie de tous les jours quand je parle à d'autres gens. Ah, moi je suis pas si vieux jeu, moi. Mais là, bonne réponse. Donc tous les samedis matins avec ma copine, on a eu une toute petite période où c'est très court parce qu'après la vie nous a rattrapés, où en fait on se mettait un épisode un épisode assez long de quelqu'un sur YouTube qui s'appelle Le Précepteur. Ouais, bah il a un des plus gros podcasts de France en fait. Hein. Il est en top podcast tout court, je crois. Hein, donc, Ok, je savais même pas qu'il était en top. Ouais. On se mettait un épisode sur un concept ou sur un philosophe. On prenait des notes en même temps, comme quand on était en prépa. Après, on foutait toutes les notes dans le chat GPT et ça nous faisait un magnifique résumé au propre. Et ensuite, on passait une demi-heure dehors à regarder le chien jouer et à discuter de ce qu'on venait d'apprendre. On l'a fait 2 fois. Et la deuxième fois, c'était avec Nietzsche. Et le nihilisme plus précisément. C'était pas vraiment que sur Nietzsche, c'était sur le nihilisme. J'ai trouvé ça très intéressant, mais non, c'est pas ça mon concept préféré. Mon concept préféré, c'est Hobbes. Alors ouais, je connais que 2 noms, donc j'aimerais bien faire semblant là du coup, mais là j'avoue que c'est une qualité que j'ai pas, donc mais je peux essayer. Attends, là je me mets en condition. Donc,
On la refait. Vas-y. Donc, moi, mon philosophe préféré, c'est Hobbes. Ah oui, d'accord. Ok. Non, j'aurais pas deviné. Ouais, mais j'aurais vraiment pas pensé à lui. Bien sûr. Non. Son concept principal à Hobbes, c'est le Léviathan. Et en fait, c'est un concept... mais je connais. Mais je savais pas que c'était de Hobbes spécialement. Enfin, Okay. Mais oui, l'état Léviathan, tu veux dire du coup. L'état Léviathan. Oui, non, je connais très bien. Qui est, je fais pas semblant là, je précise parce que alors, du coup, on pourrait complètement croire. Oui. Non, oui, c'est ça. Moi, je l'avais, mais là, il est plus dans la blague. Moi, c'est un concept que j'adore. Pour le vulgariser vraiment extrêmement rapidement, le concept est hyper simple. Quand on n'a pas d'État, les hommes sont en état de guerre de tous contre tous. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi, aucune règle, on peut tous se voler, on peut tous se tuer, on peut tous faire tout et n'importe quoi. C'est la guerre de tous contre tous. Ça peut se rapprocher de l'anarchie, mais quand même pas tout à fait. La guerre de tous contre tous, c'est vraiment quasiment l'état sauvage, quoi. Et ensuite, Hobbes s'est dit, ok, on va mettre un État, mais on va justifier pourquoi d'une bonne manière. Et la bonne manière, c'est que l'État, c'est juste un système où on échange des libertés contre de la sécurité. C'est simplement ça, en fait, le Léviathan de Hobbes. Et après, évidemment, si c'est un Léviathan, c'est parce qu'il y a plein de tentacules et que ça a commencé à s'étendre sur tout un tas d'autres sujets. Mais la base du truc, et ce qui, moi, me fascine, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un concept qui me parle à 100%, c'est qu'à la base, on échange juste quelques libertés. Donc, la liberté de tuer, la liberté de voler, la liberté, voilà, toutes ces libertés-là, qui sont dans l'état de guerre tous contre tous, on les enlève. Et en échange, on a droit à de la sécurité. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas tuer, et le Léviathan va m'assurer que mon voisin ne va pas me tuer non plus. Ça, c'est la base. Là, je viens de vous résumer. Tu me dis si tu es d'accord. Hein, oui, bah, ce qui cascade naturellement sur des opinions plus libérales. En général, quand on veut éviter un État trop interventionniste, au final, c'est une philosophie qui est à la base, finalement, d'une pensée politique libérale, je pense. Je sais pas si je fais un raccourci grossier ou moi ça me semble évident, mais après je dirais pas qu'il est grossier, je dirais que pour certains ce serait un raccourci. Moi je suis assez d'accord avec toi, hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui découlent de là, beaucoup de libéraux qui découlent de là, de dire en fait on se contente de la sécurité. Hobbes a pas tout à fait dit ça, hein, parce qu'après évidemment le Léviathan c'est un énorme animal, donc il y a plein d'autres trucs qu'on vient attraper un peu partout, d'autres sujets, mais moi j'y voyais un peu justement dans le côté Léviathan. J'y vois le fait qu'à la base, on doit se contenter de quelque chose, la sécurité. Et puis après, le temps passant, les gens se ramollissant, eh bien, le Léviathan commence à s'étendre, petit à petit, à venir attraper un sujet, puis un autre, et puis un autre. Et donc commence à devenir du coup l'état qu'on peut, enfin en tout cas la vision de l'état occidental qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est pour ça que le lien avec Platon, ce qu'on disait tout à l'heure, est très intéressant, parce que pour moi, c'est la même chose. C'est un concept qui date et qui est tout à fait applicable. Oui, donc ça ne découle pas juste sur le libéralisme, en fait, finalement, puisqu'on parle juste... Enfin, si, ça peut servir de toile de fond pour expliquer des choses, effectivement. Mais sinon, le principe, c'est au contraire, c'est plus l'idée de dire l'État devient au bout d'un moment gargantuesque et en fait, ça devient effectivement un buffet à volonté, il fait n'importe quoi. Exactement. Voilà, mais du coup, c'était pas le concept de base, quoi. Non, ça, j'étais pas forcément allé aussi, je le maîtrise sans doute moins que toi. Je connaissais juste l'État Léviathan dans le sens, l'État doit, mais du coup, philosophie politique, hein, doit se contenter de ce qu'on appelle la force légitime, c'est ça ? La violence légitime, exactement. Donc l'État, c'est la violence légitime. Donc effectivement, on soit tous en sécurité. Exactement. Moi, c'était ça. Donc pour moi, l'État Léviathan, ça débouchait sur cette idée politique. Ouais, c'est en partie... Enfin, en fait, ça, c'est le socle de base. Et ensuite, il y a toute cette notion de venir aller chercher le reste au fur et à mesure, les gens se ramollissant, l'État devenant aussi plus normal, plus absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais personne qui se dit à 13 ans je comprends pas qu'on ait un État, en fait, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est normal pour tout le monde. Et donc, ce faisant, ça devient beaucoup plus facile d'aller attraper des trucs. C'est aussi comme ça qu'on crée une secte, hein, d'ailleurs. Au passage, s'il y en a qui veulent des tips, je sors ma nouvelle formation pour créer une secte en 5 étapes. Secte pro. Non, c'est faux, bien sûr. Secte pro. On l'a mis dans le titre de la première miniature, on va pas commencer. Non, on va pas continuer. Non, mais pour revenir sur ton concept d'État Léviathan, ce que j'aime beaucoup, c'est d'imaginer qu'il y a plusieurs strates de réalité. Décidément, je parle beaucoup de strates dans cet épisode, mais il y a plusieurs strates de réalité, et cet État Léviathan, en fait, c'est une espèce de couche de réalité qui superpose à notre réalité normale. Que sont les trucs qui nous asservissent tous les jours, et on trouve ça normal et on dit rien, que ce soit bizarre ou pas bizarre, qu'on soit d'accord, pas d'accord,
on est asservi aux règles, aux codes de loi, aux règles, aux normes, à tout ce qui est normatif, etc. Et c'est rigolo parce que finalement, on voit au quotidien les trucs qu'on fait ou qu'on ne fait pas en rapport avec le fait de suivre les règles ou ce qu'on est supposé faire, même quand on n'est pas d'accord avec, même quand c'est stupide des fois, même quand blablabla. Et finalement, on a cette espèce de réalité où on a l'impression d'avoir... tu vois, c'est même pas religieux, tu vois. Moi, je me suis intéressé il n'y a pas très longtemps au shintoïsme, qui est la religion au Japon, essentiellement, avec les kami, les esprits et tout ça. Et en fait, c'est un peu la même chose, si tu veux, en Occident. C'est pas des kami, c'est des lois, c'est des règles, mais c'est des trucs qui sont là, ça existe sans exister, on sait pas trop, tu vois, mais en même temps, on les respecte, on en a peur, ou on en est admiratif, ou on fait attention, ou machin, mais on a cette espèce de niveau de réalité en plus que la réalité normale, si je puis dire. Et moi, je le sens un peu comme ça, tu vois, ton état Léviathan. C'est les règles, les lois, tous ces trucs-là, ils existent. Ouais. Ils sont pas là, mais en fait, ils existent vraiment, quoi. Ouais. Et au-delà d'exister, ils nous contrôlent et ils nous maintiennent. Ouais. De manière hyper inconsciente. De manière hyper inconsciente, on a des espèces de... Voilà, je vais lâcher un mot contre triple, mais si on parle de croyances limitantes, ou en tout cas, pas forcément de croyances limitantes, parce que la croyance limitante, c'est le fait de croire quelque chose qui va te limiter. Exemple, faire 15 000 euros par mois, c'est indécent. Voilà, ça, c'est une croyance limitante. Là, c'est pas vraiment croyance limitante que je cherche comme mot. C'est plutôt... valeur ajoutée. Barrière. Deuxième case du bingo. Non, c'est vraiment des espèces de barrières où on se dit ça, c'est pas possible. Et je vais même aller plus loin. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation parfaitement normale ? Là, si tu me dis non, je vais évidemment passer pour un fou devant 20 personnes, donc c'est pas très grave. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une situation parfaitement normale, d'ailleurs quel que soit ton âge, et de te dire tiens, il se passerait quoi si là je faisais ça ? Et en général, le ça, c'est plutôt quelque chose qui est évidemment banni par la loi, de manière générale. Oui, et puis même banni par la loi ou dangereux de toute façon. Par exemple, ou dangereux dans ta voiture et tu te dis, en fait, qu'est-ce qui se passe si jamais, juste sur un coup de tête, et tu sens qu'il y a une partie de ton cerveau qui te bloque complètement et qui t'empêche de le faire. Mais c'est juste une pensée qui traverse l'esprit, quoi. Ouais, tout à fait. C'est juste une pensée. Et je crois que cette pensée, elle est relativement courante chez les gens. Il y a plein de gens qui l'avouent pas du tout. Mais en fait, elle peut arriver pour pas mal de trucs. Et bien, figure-toi qu'une fois, j'ai posé cette question à une psy. Je suis pas dans du storytelling. Là, tout est vrai. Il y a un peu de storytelling, mais c'est quand même la vérité. Une fois, j'ai posé cette question à une psy. Parce que je trouvais ça bizarre, moi, des fois, de me demander des trucs hyper ponctuellement, mais de me dire, il se passerait quoi si je faisais ça et tout. Je trouvais ça un peu étrange. Et en fait, je lui ai posé la question, j'étais assez jeune, et elle a eu une réponse très claire pour quelqu'un de mon âge, et que je trouve toujours aussi intéressante, c'est que la limite entre ce que la société appelle les fous et les gens normaux, c'est le passage à l'action de cette pensée. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Parce que je me suis dit, en fait, on le pense tous. Donc on est tous fous, si on prend sa définition à elle. Par contre, ce qui nous définit comme un fou pour tout le monde, c'est qu'on passe à l'action, c'est qu'on le fait. Parce qu'on a, soit on n'a pas ce truc. Ça débloque un truc. C'est le fait, si tu l'as fait une fois, ça déverrouille un truc. Ouais, complètement. Ouais, c'est certain. Et donc du coup, là, tu deviens, aux yeux de la société, il faut bien nuancer, on parle pas, enfin, je pourrais pas prétendre définir ce qu'est un fou, mais globalement, j'ai trouvé cette définition particulièrement intéressante de ce petit point qu'on a dans le cerveau, qu'on a tous des fois. Tiens, qu'est-ce que ça ferait là si je rentrais dans la voiture à côté ? Et impossible de le faire, évidemment. Voilà, loin de moi l'idée de prétendre pouvoir définir ce qu'est un fou, mais je trouvais ça intéressant, cette petite définition, notamment avec le fait que voilà, on a tous finalement, peut-être avec cette définition, une petite part de folie en nous, mais parfois elle se manifeste, parfois elle se manifeste pas. Je trouvais ça très intéressant. Et ça fait une très bonne transition. Ah, très bien. Non, mais j'allais dire, effectivement, c'est le concept même de super vilain dans les super-héros. Le super vilain, en fait, le bon super vilain, c'est quoi ? C'est toujours un personnage qui a émergé de quelqu'un d'ordinaire, en fait. D'abord, quand on a l'origin story d'un super vilain, c'est toujours quelqu'un d'ordinaire. Il lui est arrivé X drames, et ensuite, ça en fait un super vilain qui a ses super motivations. Qui a ses motivations. Mais le concept d'un super vilain, c'est ça. C'est justement ce fameux passage à l'action, je pense, une première fois. Et du coup, ça devient... On a tous une espèce de monstre un peu en nous, tu vois. C'est un peu ce côté-là, finalement. Ouais, tout à fait. Il y a une blague très récurrente que j'ai aussi avec un pote et dans mon couple. Il y a une blague super récurrente que moi j'adore. C'est que dès que quelqu'un se fait une crasse
un tout petit peu humiliante, un tout petit peu, hein, pas un truc immense, mais un tout petit truc, tu vois. Il y a cette espèce de blague de c'est comme ça qu'on crée un antagoniste. Tu sais, parce que l'antagoniste, il y a toujours une histoire où quand il était petit, il était dans la cour de récré, il était assis par terre, il lisait des livres, il se prenait des coups de pied dans les genoux pendant que les autres faisaient du foot et ils avaient déjà des gros bras à 13 ans. Tu as une histoire comme ça, toi? Bon, tu voulais peut-être passer à la suite, mais après, je faisais une parenthèse, juste parce que l'origine story de tous les entrepreneurs sur Internet, c'est de dire qu'ils étaient maltraités à l'enfance. Ça devrait pas être drôle du tout d'ailleurs. Mais juste pour dire, pas forcément maltraités, c'est un gros mot, mais plus, ils n'avaient pas forcément beaucoup d'amis, ou ils étaient plutôt réservés, on est plutôt dans l'autre coin, tu vois. Je sortais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de potes, des fois on se moquait un peu de moi dans la cour de récré, et puis au final, tu avais quelque chose à prouver, et en fait, en grandissant, naturellement, tu as gardé un peu ce sentiment de vengeance, même si tu te l'avoues pas complètement, et tu as envie quand même de réussir ta vie, de faire des trucs intéressants. Et même si tu n'es plus du tout ce gamin un peu réservé, où tu as du mal à communiquer avec et tout, quand tu grandis, tu as quand même gardé la part d'ombre, tu vois, un petit peu. Tu as gardé une petite part de monstre, de te dire, putain, bande de connards, tu vois, je vais vous montrer. Je vois l'idée. Je vais vous montrer. T'as pas ça, toi? Non, j'ai pas ça dans mon enfance. Moi, c'était plutôt globalement très bien passé. Il y a un détail que encore une fois, les plus observateurs d'entre vous auront remarqué, c'est que moi, à partir de 6 ans, j'ai commencé à être bègue. J'ai commencé à bégayer beaucoup, et vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se voit plus du tout. J'en ai fait une force, à l'inverse. Mais quand j'étais petit, je bégayais vraiment beaucoup quand j'ai appris à lire, en fait. Et ça, effectivement, je me rappelle de plusieurs fois où c'était pas hyper marrant. Mais en fait, j'ai vite été plus grand que tout le monde en taille. Donc, ça compensait, tu vois. C'est-à-dire que je pouvais pas aligner 3 phases, mais par contre, je pouvais mettre un pain. Donc, quand t'as 9, 10, 11 ans, c'est une espèce d'état de tous contre tous. Et donc, dans ce cas-là, non, moi, ça s'est plutôt bien passé. J'ai toujours eu... mais tu vas me dire aussi pour toi, parce que je suis curieux. Moi, ça a toujours été un petit groupe de potes restreint. Moi, j'ai toujours aimé que ce soit restreint. J'ai toujours aimé qu'on soit 4, 5 maximum. Au-delà de 5, pour moi, je suis en train de diluer mon amitié. Il y en a un dans la pièce que j'aime moins. Alors là, évidemment, il y a tous les gens qui sont plusieurs fois par an 5 dans une pièce avec moi qui sont en train de se dire « Oula, merde, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est l'autre ?» Je te rassure, c'est pas toi, c'est l'autre, évidemment. Mais voilà, moi, globalement, ça a toujours été ça. À partir du moment où on est plus que 5, j'ai un peu l'impression de diluer mon amitié. Okay. J'ai jamais trop aimé être plus. Ah, ça va, là, comme on est 2, c'est super intense du coup. Ah oui, là on est à fond. Ouais, c'est parfait. Mais globalement, tu vois, j'ai jamais été fan des grosses soirées à 40 personnes où on se retrouve tous et tout. Pour moi, une bonne soirée, c'est on est 4, on est 5, on est autour de quelque chose assis et on discute ou on joue à des jeux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me botte beaucoup plus. Donc ça a plutôt été ça en fait, moi, mes soirées, mon parcours scolaire et tout. J'étais très bon élève, toujours été très très bon élève. Mais non, je me suis pas fait bully, comme on dit, à l'école et tout. Ouais. Non, pas du tout. C'était pas ça mon enfance. Et toi, ton enfance, comment était-elle? Est-ce que tu faisais des soirées comme dans les grands films américains avec 250 personnes? C'était quoi le film? C'était pas X ou un truc comme ça? Il y avait pas un film Projet X. Projet X, ouais. Projet X. Est-ce que tu faisais des soirées Est-ce que tu faisais des soirées à la Projet X ou est-ce que tu étais assis au fond de la cour avec ton jean troué et ton manga? Ouais, alors j'étais plus assis au fond de la cour, mais j'étais pas très manga, j'avais pas de jean troué. J'étais quelque part au milieu. Encore une fois. Le ventre mou. Le ventre mou, entre deux, quoi. Non, mais ouais, j'ai jamais été le gamin populaire. Jamais. Okay. Il y a eu des années où c'était plus cool, où j'avais 2-3 potes qui fait qu'on avait une bande de potes où c'était OK. Et tu vois, j'étais pas spécialement à la tête de turc ou ce genre de choses. Il y a eu des années où un peu plus. J'ai jamais été le pire de la classe, mais j'étais pas forcément le plus populaire et on va dire que j'étais... Tu vois, c'est un peu la note sur 20, tu sais, quand t'es à l'école. Tu sais, j'ai genre 9, tu sais, c'est 9,5 okay. Et tout. C'est un truc un peu comme ça, un peu latent pendant toute ma scolarité. La vérité, c'est que j'ai jamais été super populaire. J'étais quand même très réservé, très timide. J'ai jamais eu beaucoup d'amis quand j'étais jeune. Souvent, je fonctionnais justement un petit peu comme tu décrivais, c'est-à-dire j'avais un ami vraiment, peut-être un groupe avec 2 ou 2,5 en fonction des années. Et puis après, ça changeait éventuellement si on passait d'une classe à une autre et tout. Moi, j'ai fonctionné comme ça toute mon enfance. J'ai pas l'impression, je n'ai pas du tout eu une enfance traumatisante. J'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai pas souvenir, j'ai pas
ce visage en tête, ou quand je pense à lui, je me dis, oh là là, toute mon enfance, il m'a humilié. Non, j'ai pas eu ça, personne m'a humilié en particulier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu... j'étais clairement pas la star de ma classe, je l'ai jamais été, et ça a duré 15-20 ans. J'étais plutôt en retrait, j'étais jamais très populaire et tout, et en fait, ça a peut-être créé quelque chose, effectivement, de satisfaisant à l'idée d'endosser une posture qui est différente dans la vie, qui est une posture entre guillemets plus d'autorité, qui est une posture de leadership que tu es obligé d'avoir si tu crées une boîte demain. Donc là, par exemple, sur la nouvelle boîte que je crée, je vais pas être tout seul, risque d'y avoir du monde, beaucoup plus de monde que ce que je fais jusqu'à maintenant. Et c'est vrai que du coup, c'est ton cerveau en fait ce calcul-là et se dit putain, c'est super intéressant ce qui se passe quand même, parce que regarde l'identité que tu endossais toute ton enfance et tout, et tu es complètement en train de changer d'identité, et tu vois que c'est possible, tu vois que c'est réalisable, que c'est atteignable, je le sens, parce que j'ai pas de problème de confiance en soi particulier, enfin je veux dire, je suis dans la moyenne, je pense que moi, ça va, tu vois. Maintenant, par contre, faut faire attention, quand je dis ça, c'est pas le moteur de l'action chez moi. Je suis pas drivé par ça du tout. Pourquoi je dis ça? C'est que en fait, quand j'y pense, et que moi ça m'arrive, allez, soyons honnêtes, ça m'arrive de penser à des personnes dans mon enfance, adolescence ou jeune adulte, et de dire, si ces personnes voyaient ce que je faisais, ou voyaient qui j'étais aujourd'hui, le regard qu'ils avaient sur moi changerait. Ouais. Et c'est vrai. Parce que le regard qu'ils avaient sur moi à l'époque n'a rien à voir avec la personne que je suis aujourd'hui. Forcément, ouais. Donc, il y a un peu de plaisir coupable à l'idée de se dire, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant et tout. Comme si, tu vois, à l'époque, j'étais, à mes propres yeux, quelqu'un de pas intéressant, ou tu vois, quelque chose comme ça. Ouais, je vois. Mais la vérité, c'est que si je regarde, et ça va nous faire une transition avec peut-être nos parcours, si jamais on y va, mais si je regarde un peu ce qui a jalonné mon parcours et le moteur de l'action justement chez moi, toutes les premières années où j'ai fait des trucs, je n'ai jamais rien fait en pensant aux gens, à qui que ce soit. Ok. Jamais. Ouais, ok. C'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'à aucun moment je sais qu'il y a des gens, ils ont besoin de cette énergie de vengeance. J'ai une énergie de satisfaction rétrospectivement à penser à des choses et tout, mais j'y pense une fois tous les X semaines. C'est pas quelque chose qui me motive du tout. C'est pas le moteur. Non, ce qui me motive le plus, ça reste beaucoup la passion, l'amusement, l'expérience, ces choses-là. Et je vois que c'est ce qui fait que j'ai fait des tonnes de projets qui n'ont pas marché, et à chaque fois je continuais, je faisais le suivant, parce qu'en fait je prenais beaucoup de plaisir. En fait, c'est facile de continuer quand tu aimes ce que tu fais. Quand tu prends du plaisir. Ouais, c'est ça. Donc voilà, pour répondre à cette question, ce qui peut faire justement une transition, peut-être, c'était là où tu voulais aller, les parcours quand même. Ouais, à la base, dernier petit point qui a quand même été important, et je pense que ça rejoint rapidement ce que tu as dit, c'est que moi, il y a eu, à partir de milieu du lycée, il y a eu toute une période où en fait, je me suis mis à beaucoup bosser parce que je voulais entrer à Sciences Po. J'ai raté 2 fois de très peu, puisque la première fois c'était de 0,5 points sur un ensemble de 3 épreuves qui duraient 4 heures chacune à peu près, pour vous donner une idée. Donc c'est très frustrant. Et l'année d'après, j'ai raté de 1 point. Et donc, pour me préparer à rentrer dans la grande école de Sciences Po, j'ai travaillé non-stop en parallèle des cours en première et en terminale. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, clairement, dans ma tête, avoir des amis, c'était hyper secondaire, mais c'était complètement un choix assumé. C'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai complètement lâchés en me disant « Bah non, tu es juste beaucoup moins intéressant que ma carrière future. Donc toi et moi, on va arrêter de se voir et arrêter de discuter. » J'ai gardé les 2-3 essentiels, on va dire, les 2 essentiels, et ça m'allait très bien comme ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire quelque chose qui rejoint notre point du début avec le storytelling, c'est que j'ai commencé à être clivant. C'est-à-dire qu'il y avait des tas de gens que je ne connaissais pas, qui m'aimaient beaucoup, et des tas de gens que je ne connaissais pas qui me haïssaient. Et ça, moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement... j'ai un mot en tête, mais il est un peu fort. J'ai trouvé ça extrêmement plaisant. C'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup aimé, le fait d'être clivant, qu'il y ait des gens qui me détestent et qui s'acharnent sur moi. Je ne sais pas vraiment expliquer comment, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Okay. Parce qu'il y a une espèce de truc un peu sauvage de on n'est pas du tout d'accord, au point qu'il y a une émotion qui se crée en nous et elle est super négative. On est loin d'être dans des trucs où on se souhaite la mort ou des choses terribles comme ça, évidemment, mais juste on peut pas se voir, quoi. On se déteste et on ne sait pas trop pourquoi. C'est par rapport à quelque chose. Et à l'inverse, des gens qui du coup adoraient le gars un peu seul, qui travaille beaucoup, qui prépare Sciences Po, qui gère très bien ses cours en même temps, mais qui en même temps est seul, qui ne voit pas non plus ce côté de la médaille. Tu vois, ça faisait une espèce d'ambivalence un peu,
entre les gens qui me détestaient et les gens qui m'adoraient. Et c'est une période que moi j'ai adoré pour ça, en tant que spectateur en fait limite de ça. C'est un truc que j'ai bien aimé. Je sais qu'il y avait des gens qui me détestaient vraiment beaucoup. Et maintenant que tu l'as dit, parce que c'était intéressant ce que tu as dit, je pense que je les regarde avec plus de compassion qu'à l'époque. Parce qu'à l'époque, les gens qui pouvaient me toiser, je les toisais. Aujourd'hui, en grandissant, à ce niveau-là, j'ai dû m'assagir un tout petit peu. Et effectivement, je regarde avec plus de compassion et de sympathie que ce que j'aurais pu faire à l'époque. Et en parlant d'époque... j'allais rebondir encore sur... Ah non, mais on va y arriver. Hein, du coup. Bah vas-y, fonce. Mais non, mais en fait, j'allais juste dire, ouais, ça va dans les deux sens. Je serais très curieux, je te disais, c'est quelle serait leur réaction si jamais ils voyaient qui j'étais aujourd'hui. En plus, je devrais dire ça très modestement parce que j'ai pas fait grand-chose non plus, tu vois. Oui, mais bien sûr. Mais voilà, oui. On est d'accord. C'est juste qu'on valorise certains des trucs qu'on a fait dans notre vie ces dernières années et on se dit, bah du coup, trop bien, quoi. Mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que je me demande, toutes ces personnes-là que j'ai connues, lesquelles sont incroyablement successful, lesquelles font quel métier, lesquelles n'y arrivent pas, galèrent, ou lesquelles ont des difficultés dans la vie, quelles qu'elles soient. Des fois, je me demande même lesquelles sont morts, tu vois, parce que je sais que ça arrive statistiquement. Il y a des gens que j'ai connus, il y en a un, il n'est plus là, je me rappelle peut-être même plus, tu vois, mais je me pose des fois souvent ces questions quand même. Je vois passer, parce qu'à un moment, j'ai changé de profil Facebook complètement. Il y a quelques années, et du coup j'ai perdu les centaines de contacts que j'avais depuis l'école, tu vois, qui étaient accumulés sur Facebook, ce qui fait que je n'ai plus rien de la vie de tous ces gens-là, les collèges, lycées, j'ai plus rien, donc je sais pas du tout ce que deviennent ces gens, ni d'Adam ni d'Ève, vraiment ni de près ni de loin. Je sais pas quel est leur niveau de réussite de quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il faut même parler de réussite dans leur vie, c'est peut-être pas une question qui se pose comme ça, tu vois, enfin c'est pas... et je me pose la question, notamment parce que j'ai un cas en tête, j'ai une personne en tête, ça date du lycée, où c'est un gars que j'ai retrouvé qui était au lycée, qui était un pote, mais juste comme ça, enfin c'était pas plus que ça mon pote, enfin juste on se connaissait, il n'y avait pas de problème, il était dans ma classe, et je l'ai recroisé des années plus tard. Je suis allé travailler dans un Super U, un jour. Ah oui, ouais, tu m'as... Ouais, je suis allé bosser un jour dans un Super U. Puis ensuite ça m'a tellement fait faire des cauchemars que j'ai appelé, j'ai dit non, en fait il n'y a pas besoin, je reviendrai pas parce qu'il s'est passé un truc dans ma vie, machin et tout, que dalle. C'était 100% mensonge évidemment, et donc je suis pas revenu. Mais j'ai appris le jour où je suis allé bosser dans Super U, ça n'a rien à voir avec le fait que je suis parti du coup, que le patron du Super U c'était un collègue de classe du lycée. C'était le patron du Super U que j'ai croisé, hein, du coup je l'ai croisé ce jour-là, comme par hasard, parce que sinon je ne l'avais jamais croisé avant, je ne l'ai jamais recroisé après. Mais le jour où j'ai bossé, je l'ai croisé vite fait en sortant, et on s'est croisé comme ça. Il m'a fait un regard, il m'a souri légèrement, il m'a fait... J'ai fait... Voilà, puis on a continué. Et là c'était un moment où j'avais rien réussi dans ma vie du tout, hein. Je m'en sortais pas, je savais pas comment j'allais payer mon loyer le mois prochain, etc. Et je vois le mec, patron du Super U, de je ne dirais pas quelle ville du coup, mais voilà, ça m'a beaucoup surpris, ça m'a fait beaucoup rire. Ça m'a pas vraiment fait mal au cœur. Je me suis dit, en fait, sur le moment, c'est vraiment créé, c'est un peu cette émotion de putain, mais c'est fou ce que les gens deviennent dans la vie et tout. Tu peux pas le savoir, tu peux pas deviner et tout. Et c'est incroyable, surtout qu'en plus, il est peut-être arrivé là parce qu'il y a eu un drame avant, ou je sais pas. Il me semble qu'il y avait peut-être une histoire comme ça par rapport à peut-être ses parents ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément une histoire drôle. En plus, sur le moment, je me suis dit, ça a l'air bien vu comme ça, mais j'ai pas envie d'être patron d'un Super U, tu vois. Donc au final, là aujourd'hui, j'envierais pas du tout sa situation. Mais voilà, c'était impressionnant pour moi à l'époque. Ouais, bien sûr. Et je sais pas du coup si ça va te donner un exemple, parce que je sais pas à quel point les statistiques fonctionnent bien dans ce cas-là, mais moi j'ai encore des visions sur pas mal des gens avec qui j'étais au collège et au lycée. Donc on va pouvoir, tu vois, faire, transposer en tout cas au niveau statistique. Moi je dirais que... Alors, il faut bien que je fasse une séparation avec ceux qui étaient en prépa, parce que là, du coup, on rentre dans un sujet sociologique beaucoup plus intéressant. Mais moi, j'étais à la campagne quand j'étais petit. Vraiment à la campagne, quoi. Quelques milliers d'habitants par village. Et ensuite, quand j'étais en prépa, bah là, ça n'avait rien à voir. C'était des gens de toute la France. C'était la seule prépa en France en plus. Donc, je peux vous dire que c'était élitiste. Donc, il faut vraiment que je sépare ça. Mais globalement, les gens avec qui j'étais plus jeunes, plus petits, globalement, en termes de niveau de vie, j'ai l'impression qu'à mon âge actuel, en tout cas, la moyenne n'est pas très élevée. Oui. La moyenne est même relativement plutôt assez basse. C'est pas pour rien qu'il y a souvent des problèmes en France et des manifestations et tout ce que tu veux, hein. C'est pas... Ouais, il y a bien une moyenne de gens qui n'ont pas un niveau de vie particulièrement élevé, et forcément, ça veut dire que ça toutes les personnes que tu as connues, enfin la majorité,
c'est normal. Ils font partie de cette moyenne, ouais, bien Ouais, sûr. bien sûr. Et c'est aussi pour ça que je disais de toute façon tout à l'heure, parce que j'ai dit réussir, parce qu'on fait un podcast de business et tout, mais voilà, Oui. c'est pas, la question se pose pas toujours en ces termes dans leur vie. Ouais, Il y a ouais, des c'est gens ça. qui essayent de réussir leur vie d'autres façons. Donc, c'est pas Oui, forcément une réussite oui, oui. financière, mais après, quelle que soit la réussite dans leur vie, si c'est pas financier ou si c'est pas leur métier C'est ou quoi, autre je vais pas chose. forcément le voir de toute façon. Donc, C'est ça, il y a ça se trouve, plein de c'est choses. qu'un Peut-être champion que... du monde de hockey et je vais pas le voir. Enfin, tu vois, Ouais, ou que leur objectif de vie, c'était d'avoir des enfants avant 25 ans pour pouvoir en profiter j'en ai longtemps. connu Enfin, ça, voilà. hein, ouais, des jeunes qui ont eu Ouais. des enfants très très jeunes et tu vois bien que c'était un objectif de vie, c'était important pour eux d'être Ouais. parents et ils sont, j'imagine, très heureux comme ça. Enfin, je leur souhaite. Parce qu'on a besoin d'un monde de toute façon où il y a des gens comme toi et moi. Et puis il y a aussi des gens qui veulent des enfants avant 25 ans. Et puis il Ouais, y a bien aussi sûr. des gens qui veulent faire un petit métier plus simple que les grandes choses dont on parle tout le temps, tu vois. Nous, je dis ça en Ouais. roulant des yeux vers le haut, tu vois. Ouais, Que, bien sûr. enfin, il faut, parce que c'est important, parce que sinon, un monde avec des gens comme toi et moi, c'est un monde qui fonctionne pas, hein, qui tourne pas rond. Ça fonctionne pas du Non. tout. Alors c'est marrant, hein, du coup, parce que c'est, je pense, l'argument qu'on m'envoie le plus quand je commence à avoir des débats avec les gens Ah sur... ouais Sur le fait qu'il y a un la monde politique avec et des tout. gens comme toi ou moi. Ouais, c'est le monde, c'est l'argument où on me dit, mais t'as quand même conscience que un monde avec que des gens comme toi, ça marcherait pas. Donc en fait, Oui, alors, tu, ce qui est tu marrant, c'est produis que rien. leur argument, il se retourne contre eux, en fait. Un monde peut-être Pourquoi qu'avec des gens comme eux, ça fonctionnerait peut-être pas très bien non plus, tu vois. On a besoin aussi de Louis. Oui, ça c'est sûr. Parce que Ouais, bien Louis, sûr. c'est ce que j'appellerais un agent du chaos, tu vois. C'est un agent Ouais. d'entrepreneur, c'est un mec qui teste des choses, qui bouscule, qui tente de monter une boîte, machin. Il y a des Louis qui réussissent incroyablement bien, il y a des Louis qui échouent lamentablement. Et en fait, on a besoin d'un monde où il y a des Louis aussi. Et donc son argument, de Tout à toute façon, fait. il se retourne facilement contre lui. Son Très monde à lui facilement. a aussi besoin de gens comme toi. Ouais, bien sûr. Les deux. Mais c'est l'argument qu'on m'oppose souvent. Donc vous saurez maintenant quoi répondre si on vous oppose cet argument. Si on vous dit que vous voulez lancer votre e-commerce, lancer votre start-up, que vous voulez créer un podcast, que vous voulez, que sais-je encore, créer votre business de formation, peut-être, on vous le conseille pas, c'est beaucoup trop compliqué, laissez-nous tranquille. Enfin, quoi que vous ayez envie de faire, si qu'un jour quelqu'un vous dit, mais toi, tu crées rien, toi, tu sers à rien, t'es pas en train de créer une maison de tes mains, t'es pas en train de faire la cuisine pour les pauvres. Je vais un peu loin, mais voilà l'idée. Bah, vous saurez quoi répondre. On pourra dire que bah oui, mais voilà, heureusement qu'il y a des gens qui font d'autres choses, des choses différentes. Ah, attention, parce que c'est ce très sujet-là, ça mériterait une ouverture sur un podcast entier. On pourrait encore discuter pendant 1 heure important. Ah oui, avec un effet Wikipédia là aussi. Là, ouais, tout tu à sais, fait. on disait qu'on voulait faire des podcasts d'une heure et quelques max. Je vois bien qu'on pourrait faire des podcasts de 2 heures. C'est pas, Ah oui. ce serait super facile. Le 2h30 me paraît. Enfin, c'est une promenade de santé, quoi. Donc, ce qu'il faudrait faire quand même, si de temps en temps on veut faire ça, c'est quand même de s'organiser. Là, effectivement, je pense qu'on va glisser tranquillement vers la fin du podcast pour des raisons qui nous regardent, qui nous concernent. Mais du coup, est-ce que vraiment il est encore temps de parler de nos parcours ? Je serais tenté de dire que là, la porte se referme. Tu vois, et c'est de plus en plus compliqué. La porte se referme. La porte se referme, ouais. Donc, on va peut-être pas parler de nos parcours. Est-ce qu'on peut Peut-être pas. teaser des choses sur nos parcours ? Est-ce que tu pourrais lâcher des petits indices ou des trucs, tu vois, des teasers, des choses, tu donnes des choses qui donnent envie de regarder le 3e épisode, et ensuite on en parlera au 3e épisode. Ouais. Je vais même faire un maxi teaser qu'on pourra peut-être utiliser dans l'intro, on verra. Non, Ouais. non, je survends beaucoup trop. J'ai créé ma première entreprise à 18 ans. J'ai fait mon premier millier d'euros la même année. J'ai créé ma première SARL avec un associé l'année d'après. Et j'ai fermé cette SARL la même année, quelques mois avant d'ouvrir une entreprise au Royaume-Uni qui faisait du consulting dans les crypto-monnaies à l'international avec des Américains, des Luxembourgeois, des Estoniens. C'était incroyable. Et quelques mois après avoir fermé cette entreprise, j'ai rencontré Alexis FH. Et maintenant, je me tiens là dans ce podcast, à peu près 1 an après ce que je viens de vous raconter. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'on pourra raconter au fil des épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes là-dessus quand même. Ok. Et toi, fais-nous un peu la même chose. Mais toi, t'as carrément pris ton parcours et t'as fait un comme ça direct. Ouais, Je pensais pas faire ça, moi. bah, tu peux fais-le à ta manière. Ouais, ce que je peux dire simplement, c'est que une partie de ma vie avant d'être un entrepreneur, c'était une vie pétrie de bonnes intentions, avant que je passe du côté obscur de la force. Et je voulais faire rêver les gens, leur raconter des histoires, et je voulais faire des films. Et donc, j'ai eu un certain nombre d'histoires par rapport à ça. J'ai essayé 2-3 choses, j'ai fait des petits courts-métrages, etc. Et j'ai eu une expérience de court-métrage à l'étranger.
en Afrique, en Namibie, pour ceux qui connaissent. Et cette histoire m'a amené ensuite jusqu'à perdre une quantité d'argent, somme toute significative pour l'âge que j'avais à l'époque, puisque j'avais, je sais plus très bien en fait, j'en sais rien, donc je vais dire un âge au hasard, j'avais 25 ans, je pense que j'avais un peu moins que ça. Et non, c'était dans ces eaux-là. Et j'ai perdu, je dirais le prochain épisode. Bah non, mais du coup, si je veux faire un bon teaser, il faut dire combien j'ai perdu maintenant et expliquer ensuite. Ah bah non, pour moi, là, le teaser est parfait. On ne sait pas combien tu as perdu. Moi, je tiendrais quand même à nuancer, enfin non, pas à nuancer, parce que tu as nuancé, moi je vais faire l'inverse. Cette somme est une grosse somme à peu près, quel que soit l'âge. Parce que là, Alexis a dit à cet âge-là, etc. Oui. Factuellement, ça reste une grosse somme. C'est encore pire à cet âge-là. Mais j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent suite à l'effet boule de neige de tout ce qui s'est passé dans ma vie après être allé faire un film en Afrique. Mais je n'en dirai pas plus maintenant. Tout à fait. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Moi, je pense qu'on a laissé un teaser chacun. On a posé chacun. On a posé une pêche. Faute de meilleure métaphore. Mais non, mais je savais pas quelle. Faute de meilleure métaphore. Ouais, j'avais pas d'autre image à utiliser. Je suis désolé. Mais on va finir le podcast sur une histoire de pêche. Est-ce que tu veux le mot de la fin éventuellement avant qu'on termine ? Oui, peut-être un mot de la fin pour conclure ce qu'on avait entamé à l'épisode d'avant, c'est-à-dire nos âges. Ah, ok. Parce que moi, j'allais dire, il y a la petite rubrique quand même. Ah, la petite rubrique. Ouais, je vais balancer vite fait. Ok, on va sur les âges. Vas-y. Le truc, c'est que vous serez sûrement énormément à vous regarder l'épisode 2. Avant j'allais faire la même blague, j'allais dire. Vous avez été nombreux à essayer de deviner nos âges. Vous serez sûrement nombreux puisque le mojo, on ne vous l'a pas encore dit, hein, mais le mojo de ce podcast, c'est évidemment de pulvériser le standing établi à chaque épisode précédent. Donc là, on vient magnifiquement de le faire, évidemment. Tout ceci est empreint d'humour, hein, pour la team premier degré qui sont en train de se dire que je suis quelqu'un d'ignoble. Je suis quelqu'un d'ignoble, mais là, c'est pas le cas. Donc moi, pour ceux qui auraient deviné, eh bien, j'ai tout récemment, pas du tout récemment, il y a à peu près 6 mois, eu 23 ans. Et donc j'ai 23 ans, du haut de mes cheveux qui sont partis et de ma barbe beaucoup trop longue qui ne ressemble à rien, j'ai bien tout à fait 23 ans. Et ouais, et donc tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, je l'ai fait de manière ans. très courte. Et personne ne me donnerait 23 ans. L'âge moyen qu'on m'a donné ces 2 dernières années, c'est 26-27. Ouais, moi j'étais monté un peu plus, moi je pense. Hein. J'avais dit genre 28-29 plutôt. Tu m'avais dit qu'on avait le même âge. Et là, du coup, parfaite transition. Quel est donc ton âge, Alexis ? J'ai actuellement, tout récemment, depuis quelques mois, 31 ans. Donc, ce qui nous fait quand même un bon paquet d'âge d'écart. Ce qui pourra jouer un petit peu, des fois, dans les sujets qu'on aborde, la manière de les aborder ou nos points de vue et tout, ça risque d'être un truc qui joue, les références qui sont pas les mêmes, des trucs comme ça. Même si j'ai la surprise de voir que Louis a quand même très souvent les mêmes références que moi. On peut souvent parler de trucs et au final, il sait de quoi je parle, etc. Donc, c'est peut-être en même temps, c'est ce qui a découlé finalement à ce podcast, hein, finalement, et à tout ça. C'est que quelque part, on s'entendait bien. Si on avait vraiment jamais les mêmes références, ce serait peut-être compliqué, mais ouais. L'écart d'âge ne se sent pas, c'est ça que je veux dire, forcément. Ça se sent pas forcément. Non, du tout, j'ai pas l'impression de le sentir non plus. Pas forcément, voilà, pas trop. Ni dans l'autre. Et donc... Il se sent physiquement, évidemment, il y a quelqu'un qui est beaucoup plus fatigué que l'autre, mais ça, c'est pas un problème. J'ai pas une ride. Mon idée de business, qui est vraiment qui arrive comme un cheveu sur la soupe à un moment où je pensais terminer le podcast, hein, je le dis clairement, mais je vais quand même donner mon idée de business. Alors moi, ça va être un peu moins révolutionnaire que Louis au dernier épisode. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais c'est une idée que vous pouvez prendre et vous pouvez le faire. Enfin là, c'est vraiment à notre niveau à tous, on pourrait le faire. C'est quoi ? J'ai remarqué récemment, quand je dis récemment, ces derniers mois, qu'il y a des comptes Instagram, / des comptes TikTok, / des comptes YouTube Short, très populaires, qui mettent en scène des personnages. Et ces personnages sont souvent des petits trucs mignons, kawaii, un petit nounours, un petit panda, ou par exemple un qui est très connu sur Instagram qui s'appelle Toby. Toby, c'est quoi ? Toby, c'est un Nuggets. Toby le Nuggets. Mais Toby le Nuggets, sa particularité, c'est qu'il est très mignon. Et donc comme Toby le Nuggets, il est très mignon, et bien du coup, Toby le Nuggets, il est viral sur les réseaux sociaux. Et du coup, comme il est viral sur les réseaux sociaux et que Toby le Nuggets fait beaucoup de vues, et bien du coup, Toby le Nuggets rapporte de l'argent. Comment Toby le Nuggets rapporte de l'argent ? Eh bien, il rapporte de l'argent en vendant du merch. C'est-à-dire des t-shirts Toby le Nuggets, des casquettes Toby le Nuggets, des mugs Toby le Nuggets, ou encore la peluche Toby le Nuggets. Et c'est l'idée que je voudrais vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'en fait, ce que je vous dis là, c'est quand même
fondamentalement assez facile. En fait, à partir du moment où vous faites un mini dessin animé de quelques secondes mignon, et je vous rappelle qu'on est en 2023, donc spoiler alerte, il y a des IA génératifs qui permettent de faire tout un tas de choses assez fascinantes actuellement, et je pense qu'il y a des choses à creuser à ce niveau-là. Et si vous produisez des petits dessins animés régulièrement pour faire des shorts, à partir d'un personnage mignon, et ne vous creusez pas la tête, prenez un truc mignon, n'importe quoi, ce que vous voulez, imaginez n'importe quoi. Je viens de vous parler d'un nuggets, je le rappelle. Une lampe peut être mignonne. Une lampe peut être mignonne, et que vous la mettez en scène régulièrement dans plein de petits dessins animés, et que vous arrivez à être cost-effective là-dessus, par exemple en utilisant des IA ou des trucs comme ça, vous avez des shorts viraux à la demande, très facilement. Et si vous avez un truc à la demande viral très facilement, et que vous faites ça pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des gens qui s'abonnent, votre personnage est connu, vous pouvez gagner votre vie. Vous pouvez vendre des t-shirts, des mugs, des casquettes, des peluches, plein de trucs comme ça. Et vous avez un business model à 6 chiffres, facilement. Je n'ai pas dit du jour au lendemain, j'ai pas dit la semaine prochaine, mais vous avez un business à 6 chiffres, parce que vous faites des millions de vues sur TikTok, etc. Et vraiment, la viralité avec des petits personnages comme ça, c'est très facile. Faites un truc rigolo, mignon, vous allez voir 100 000 vues, 200 000 vues, 300 000 vues, 1 million de vues, ça va tout seul. Donc moi j'ai découvert Toby Nuggets il y a quelques temps, et ensuite on a vu qu'il y en avait pas mal d'autres. Ce que je vous dis là, on ne l'a pas inventé, okay. Il y en a d'autres. Ils ont déjà commencé. Mais ils sont là. Mais vous pouvez le faire, vous inventez n'importe quoi, et du coup c'est mon idée de business, c'est ce que je voulais vous donner. Je trouve que c'est quand même relativement accessible. Il y a une petite barrière à l'entrée, il faut quand même se demander comment tu vas faire les dessins animés et tout. C'est juste que comme on a de l'IA et tout maintenant, je me dis que ça devient nettement plus accessible et qu'il y a moyen d'avoir un personnage star sur les réseaux sociaux à partir du néant, de rien, quoi. Qu'est-ce que tu penses de mon idée de business à 6 chiffres accessible? Je trouve ça... alors, ma première réaction a été de rire, comme le verront ceux qui regardent le podcast, parce que je me suis dit, mais dans quel monde vivons-nous? Une idée a failli me traverser l'esprit que je préférais les business OnlyFans, mais non, quand même, je ne suis pas allé jusque-là. Tu peux mettre Toby Nuggets sur OnlyFans, si tu veux. Ah là, on atteint des sommets. Qu'est-ce que je oui, en théorie. Qu'est-ce que je viens pas de dire? Putain, je suis désolé. En théorie, c'est évidemment possible. Ah oui. Moi, ce que je trouverais très intéressant, ce serait de faire ce business dans l'optique d'aller un petit peu plus loin. Je vais prendre ton idée et en faire quelque chose de majestueux. Moi, je voulais donner un petit business plus simple. Tu vois, l'autre jour, on parlait des imprimantes, de révolutionner le marché des imprimantes, faire des centaines de millions et tout. Alors là, je me suis dit, du coup, juste Toby Nuggets, quoi. Juste un personnage mignon sur les réseaux sociaux, ça permet largement de faire 100, 200, 300 000 euros, tu vois, c'est ce que je me disais. Tout à fait. Et avec ces 100, 200, 300 000 euros, ce que vous pouvez faire, si jamais à la base, vous avez une âme d'artiste, si jamais ce que vous vouliez faire à la base, c'est de l'animation, de la 3D, du dessin animé, mais que vous vous retrouvez dans un monde rempli d'intelligence artificielle, qui font le travail à votre place, qui dévalue votre métier à vos yeux, eh bien lancez-vous dans la création d'un Toby the Nuggets-like. Ton idée, je la trouve très bonne, parce qu'effectivement, c'est un concept hyper intéressant, mais je pense qu'on peut aussi le projeter pour nos amis graphistes, nos amis créateurs 3D, je n'ai pas la terminologie exacte pour ça, en tout cas nos amis qui peuvent avoir peur de l'IA et qui peuvent se dire que ça va dévaluer leurs compétences, qu'ils vont avoir du mal à faire des films, que leur projet de vie, tu vois, c'était de faire un long film fait par eux. Ils sont en train de se dire que dans 10 ans, l'IA, et non pas l'IRA, surtout pas, aura roulé sur toute l'industrie cinématographique et qu'ils ne pourront absolument pas faire de leur rêve une réalité. Eh bien, détrompez-vous, parce que grâce à ce que Alexis vient d'expliquer, grâce en fait à l'existence de trucs comme Toby Nuggets, pour moi, on a envie de se marier à chaque fois, mais grâce à l'existence de Toby Nuggets et de bien d'autres, pour moi en fait il y a tout à fait une possibilité pour vous de premièrement vous démarquer, deuxièmement produire beaucoup plus rapidement que ce que vous pensiez pouvoir faire. Si vous aviez l'idée de faire un film dans quelques années avec vos compétences ou un dessin animé évidemment, vous vous rendez forcément compte, même si vous êtes contre, qu'actuellement avec l'IA et avec vos compétences, vous avez moyen de faire quelque chose de bien mieux que n'importe qui découvrirait l'IA aujourd'hui ou qui l'aurait découvert il y a 1 an. Parce qu'en fait, l'IA, c'est surtout un accélérateur de compétences. Donc quelqu'un qui part de 0 pourra rapidement être au niveau 5. Si vous êtes déjà au niveau 5, vous allez rapidement pouvoir pulvériser le niveau 9. Donc, le business d'Alexis, il est non seulement très bon, mais en fait, pour moi, ceux qui doivent se lancer absolument dedans, qui devraient limite, ils devraient tous en créer un, c'est tous ceux qui font déjà du graphisme, qui voulaient déjà faire des dessins animés, qui voulaient déjà faire de la 3D. Faites ça, vous prenez 1 heure par jour, tous les soirs en rentrant du taf, vous créez votre petit dessin animé, vous faites ça bien. Abonnez-vous à des comptes comme ça, regardez ce qu'ils font. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Inspirez-vous. C'est pas compliqué. Et ça, je suis persuadé qu'en créant une espèce de viralité autour de ça, dans 3 ans, votre film, il est en train d'être
il est en train d'être produit en fait. On crée une viralité, on crée des gens autour qui aiment déjà le projet. Et si on crée des gens qui aiment déjà le projet, ils seront prêts à mettre 10 balles ou 50 parce que vous les aurez régalés avec des TikTok et des shorts pendant 3 ans pour créer un film d'1h30 avec votre âme, votre amour, votre expertise. Donc je pense que c'est une très bonne idée de business. Donner vie à un personnage sur les réseaux sociaux avant même qu'il n'existe en film. Faire l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Le personnage est déjà incarné dans notre réalité à nous sur les réseaux sociaux. Il est populaire et il justifie de produire justement un long métrage, d'aller plus loin, une série, peu importe, d'aller plus loin dans tous les cas. Tout à fait. J'aime beaucoup l'idée. Tu as poussé effectivement un cran plus loin ce que j'avais dit. Et c'est assez cool, effectivement. Voilà pour mon idée de business. C'est une bonne idée, ouais. Okay. Excellente idée. Excellente, tout à fait. On clôture ? Je suis pressé du jour. Clôture, tout à fait. Je suis pressé du jour où un de nous deux aura une idée de business. Une idée de business que l'autre trouvera rincée au possible et où il va y avoir un espèce de truc où on va jongler en mode ah oui mais alors attends tu voyais ça comment, ça arrivera forcément un jour, il y a forcément un moment où un de nous deux va dire un truc un peu nul quoi. Ouais mais on est sur un podcast business donc je pense qu'on on pourra toujours rebondir, on dira juste ce qu'on pense je pense. Ouais c'est vrai. Ok. Merci Alexis pour cet épisode. Un plaisir. Très agréable. Plaisir, j'allais dire un plaisir partagé, mais tu m'as pas dit que c'était un plaisir. Donc... C'était un plaisir. Plaisir partagé. Et on se retrouve la semaine prochaine. Aussi, très important, juste pour. Du coup, il aurait fallu qu'on le fasse au début. Là, je le dis à la fin, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. On prendra vos questions. On fera une petite rubrique à un moment où on prendra le temps de répondre à vos questions. Ça peut être des questions de n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi pour l'instant. On va voir ce que vous me posez comme question si je dis n'importe quoi. Donc, posez-nous n'importe quoi comme question. Probablement plus en rapport avec le business en général, mais on peut élargir, on verra bien. Les questions sont à poser sous YouTube, sous la chaîne YouTube. Vu la taille de la chaîne, je serais tenté de vous dire pour l'instant, sous n'importe quelle vidéo, ça fera l'affaire. Sous n'importe quel podcast. À terme, l'idée sera probablement de dire le dernier podcast, mais sous n'importe quel podcast, posez votre question. Et puis, dès qu'il y a les premières questions, puisque là, le podcast il est tout jeune, donc vous n'êtes pas bien nombreux, mais dès qu'il y aura les premières questions, on commencera à rajouter cette rubrique-là, où on prend vos questions et on le fera dans, je pense, à peu près tous les épisodes, puisque je trouve que c'est une bonne idée d'interagir c'est une très bonne avec idée. vous. Voilà. Merci beaucoup, Louis, pour cet épisode. C'était un plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Plaisir partagé et n'oubliez pas de mettre des étoiles sur toutes les plateformes. Ciao.